sur l'Afrique et son développement depuis les années 1950. La deuxième note de lecture sera présentée par le professeur Paul Elvik Bachom et elle portera sur l'ouvrage Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines. La troisième note de lecture sera présentée par votre humble serviteur. Elle portera sur l'ouvrage intitulé « Edem Kodjo, un Africain entre deux siècles ». Une fois que ces notes seront présentées, il y aura un intermède musical bien sûr, mais je crois que nous ne pourrons pas sortir d'ici sans écouter les propos sages de celui qui aura planché pendant tout ce temps pour sortir ce triplet. Nous avons entendu il y a quelque temps qu'il y a eu 9 enfants sortis du ventre d'une femme, il y a je crois 2 jours, mais ici c'est 3 enfants académiques dont nous sommes en train de célébrer la naissance. Il y aura donc également un témoignage de 3 co-auteurs de l'ouvrage sur Edem Kodjo, Puissa et M. Obama. C'est après ces témoignages que nous aurons le privilège d'écouter l'auteur de ce triplet. La dédicace proprement dite, qui est en réalité le point d'ordre, parce que n'oublions pas que nous sommes là pour repartir avec sous notre main les livres qui sont présentés à l'entrée, mais nous pensons qu'après avoir entendu les mots de présentation des différentes personnes qui le feront, nous allons tous demander à acheter ces livres qui sont proposés à un prix vraiment, je dirais, très très abordable. L'auteur a demandé que ce soit le moitié prix, carrément. Donc vraiment, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous allez certainement le regretter. Je vais donc également parler de Afrique 2000, ici, qui est la revue de l'Institut panafricain des relations internationales. Et nous allons revenir dessus dans mon propos. Mais sachez que voilà à quoi ça ressemble. C'est une revue qui a eu extrêmement une très très grande cote au moment où elle sortait et au moment où elle était très visible sur la place scientifique des relations internationales. Je vais prier le premier intervenant, le professeur Yves-Paul Mandel, chef du département IRIC, de bien vouloir prendre la parole. Présenteur, chef du département de politique internationale et modérateur de ce moment important de rencontre entre Wanyou, maître de conférence, au département de politique internationale de l'Institut des relations internationales du Cameroun. L'ouvrage sur lequel je voudrais m'attarder est intitulé « L'Afro-pessimisme, un alibi français » qui essaie biographique sur l'Afrique et son développement depuis la fin des années 50. Cet ouvrage est paru à Yaoundé aux éditions Iroko en 2018. Ce livre, soumis à notre présentation, est le résultat de l'évolution et de la maturation d'une trajectoire à la fois personnelle
mais également d'une trajectoire intellectuelle. Il peut être présenté comme étant une synthèse de cette trajectoire construite autour notamment d'une vie sociale entre la France et le Cameroun, mais également autour d'une vie académique et professionnelle amorcée dans les milieux académiques français, dans les champs des relations internationales de développement, mais également une carrière nourrie entre la théorie et la pratique. N'oublions pas que, en tant qu'enseignant, recruté à l'Institut des relations internationales du Cameroun, le professeur Emmanuel Wagnon a pratiqué la coopération de développement en tant que haut commis de l'État. Comme je disais, ce livre est donc le fruit d'une pensée construite graduellement, d'une pensée maturée. Et il est quand même important de prendre au sérieux les différents moments qui ont permis de construire cette pensée. Pour comprendre, n'est-ce pas, ces différents moments, il faut d'abord s'arrêter un temps soit peu sur le DSS, n'est-ce pas, en développement et coopération, soutenu à l'Université de Paris 1, au département de sciences politiques, sur le thème « La marginalisation de l'Afrique noire, enjeux et perspectives ». Le deuxième moment de maturation, notamment de cette pensée qui nous est aujourd'hui livrée, peut nous amener vers la thèse de doctorat, Nouveau régime, soutenue en 1987, l'Université de Paris 7, sur le thème « La politique africaine de coopération avec l'Afrique noire face aux contraintes de la construction européenne ». Le troisième moment de maturation, n'est-ce pas, de cette pensée qui nous est livrée aujourd'hui, est approfondi dans un article publié dans un ouvrage collectif sous la direction du professeur Jean-Emmanuel Pondy, intitulé « Repenser le développement à partir de l'Afrique ». Cela a été publié à Yaoundé aux éditions Afédite en 2015. Dans cet ouvrage, le professeur Emmanuel Wagnou nous proposait déjà l'afro-pessimisme et le développement de l'Afrique noire, un malentendu post-colonial. Disons que ce parcours académique révèle que nous avons en face de nous un chercheur constant, un chercheur spécialisé, attaché à ses champs de prédilection, les relations internationales de développement, la coopération au développement. Il peut aussi s'agir d'une obstination qui, à certains égards, peut prêter à équivoque. Mais ce qui demeure constant, c'est qu'au-delà des courants réalistes et constructivistes affichés, on ne peut ne pas faire remarquer les influences marxistes et néo-marxistes dans la littérature sur le développement qui ont influencé la pensée de l'auteur. L'ouvrage qui apparaît donc en 2018 s'inscrit dans la continuité du courant de l'afro-pessimisme, inauguré en leur temps par un certain nombre d'auteurs. Je voudrais citer un auteur qui l'affectionne précisément, René Dumont, Afrique noire et mal partie, Samir Amin, Serge Latouche, Gilbert Rich, Joseph Kizerbo. Ce qui va être le nœud de compréhension de l'afro-pessimisme, ce sont les échecs constatés et contestables, montrant que le remède peut aggraver le mal. Et ce qui va véritablement expliquer le contexte, notamment de production de cet ouvrage, c'est davantage parce que les théories développementalistes se sont construites dans un contexte purement d'afro-pessimisme, qui peut être un afro-pessimisme réel, mais également un afro-pessimisme latent. Ce qu'on constate, c'est la relativisation des thèses ou alors des théories de développement, la relativisation de la capacité des modèles à impulser le développement de l'Afrique. Le développement va, ici, dans cette perspective, être perçu dans la perspective, n'est-ce pas, de Gilbert Rich. Gilbert Rich, en montrant que c'est une croyance davantage occidentale. Mais l'auteur s'insurge contre cette vision et montre que le développement
est un vecteur de diffusion des valeurs, des modes, des méthodes, des pratiques, des croyances, mais aussi une tentative d'occidentalisation, de civilisation des non-occidentaux que sont les Africains. Le texte qui nous est présenté est un texte bien écrit. C'est un texte documenté, archivé, et c'est un outil précieux pour la jeune génération qui voudrait s'intéresser à cette problématique, qui voudrait s'intéresser à la problématique de l'afro-pessimisme. On a là notamment une source de données importante, notamment pour la poursuite de la recherche sur cette thématique. Mais l'auteur part d'une image, l'image que l'Afrique revêt aux yeux des Occidentaux. Cette image-là, qui est une image qui est véhiculée par la France et ses médias, parce que l'auteur nous dit que la France n'est pas n'importe quel acteur, c'est un acteur. Dans la trajectoire de développement des États africains, temporalité que l'auteur tente de circonscrire de son ouvrage, temporalité qui tente de circonscrire aux années 60, avec le passage de la France, notamment d'une puissance coloniale, à un pays laconiquement appelé pays partenaire de la coopération pour le développement, mais coloniale avec des relations méritées, relations ambiguës. La France est aujourd'hui en rivalité avec d'autres puissances, mais cela n'empêche pas que la thèse de l'auteur est construite autour d'un concept clé qui constitue la trame de cet ouvrage, c'est l'afro-pessimisme. L'afro-pessimisme est très important à retenir parce que toutes les décennies qui suivent les années 60 sont un lent processus de décolonisation, d'émancipation intellectuelle, reprenant donc, n'est pas les travaux de René Dumont, l'Afrique noire est mal partie. L'auteur montre que le fait que cette décennie ne soit pas étudiée influence considérablement la capacité des Africains à diriger les actions de développement en direction de l'Afrique et à se développer eux-mêmes. Il arrive notamment à une définition de l'Afrique au sens de vision, au sens de perception, au sens de doctrine, qu'elle soit condamnée au malheur, à la pauvreté, sous le regard paternaliste et construit d'émotions du reste du monde. On pourrait alors considérer cet afro-pessimisme à les 20 à 27, parce que dans cette Bible, il est écrit notamment que le chameau avait trouvé son père qui était ivre et nu, et au lieu de le couvrir, était justement allé dire à ses frères Japheth et Sem que le père était nu. Ses frères sont rentrés en reculant et, n'est-ce pas, ont pu couvrir son frère. Mais que lorsque le père s'est levé, il a dû maudire, n'est-ce pas, Canaan desquels découlent, n'est-ce pas, les Africains. Il y a comme, n'est-ce pas, une dimension prophétique, une dimension quelque peu qui relève, n'est-ce pas, du destin, dans le sort qui s'abat notamment sur l'Afrique. L'afro-pessimisme prospère dans les domaines incontournables de l'image, des films, en passant par les réseaux sociaux. C'est une grille de lecture commode, un alibi pour justifier le sous-développement et la dépendance du continent. Le style d'écriture choisi par l'auteur, c'est un essai bibliographique et il justifie pourquoi il fait un essai bibliographique. Il dit que c'est une manière à la fois de présenter son approche choisie, mais c'est aussi mû par la volonté de proposer une compilation structurée, argumentée, périodisée, commentée des ouvrages universitaires, non universitaires, des plaidoyers, des rapports, n'est-ce pas, qui portent notamment sur le sous-développement de l'Afrique. L'approche choisie dans le cadre de cette réflexion, c'est une approche qui est vécue par l'auteur comme étant une approche pédagogique. L'auteur parle d'une question de départ. La question de départ, c'est l'afro-pessimisme est-il un fantasme occidental ou alors le constat d'une réalité africaine effectivement perceptible? Il tente de déconstruire les idées reçues qui perdurent encore sur l'Afrique. Loin d'être, n'est-ce pas, le fait d'un jugement de valeur au ras du sol
l'afro-pessimisme, nous dit-il, est un alibi français, c'est-à-dire une version moderne, néocoloniale, postcoloniale de l'idéologie, de la mission civilisatrice qui avait conduit à la colonisation de l'Afrique à partir du XIXe siècle. La thèse de l'auteur est que toutes les variantes de la conception du développement sont élaborées dans un contexte d'afro-pessimisme réel ou alors latent. L'hypothèse, n'est-ce pas, défendue par l'auteur, est qu'il existe des liens entre afro-pessimisme et développement. Des liens qui pourraient même être plus profonds et plus insidieux que les notions de dépendance, d'aide, de dette, de corruption, unanimement admis comme étant les facteurs bloquants de décollage de l'Afrique. L'objectif de l'ouvrage, c'est donc de pallier à un manque évident et facilement identifiable des études africaines, d'où la prise en compte de l'afro-pessimisme comme étant l'un des leviers essentiels du développement de l'Afrique. Une perception considérée comme étant négativiste, pas négativiste aux conséquences profondes sur la visibilité internationale de l'Afrique. À raison, n'est-ce pas, de cet afro-pessimisme, l'Afrique a du mal véritablement à être visible. Les idées africaines ont du mal notamment à porter. S'interroger également sur les instruments de l'afro-pessimisme comme étant un prétexte, un alibi pour se substituer à l'Afrique, parce que l'auteur nous montre que l'afro-pessimisme sert véritablement d'alibi à un certain nombre de partenaires de développement, à un certain nombre de puissances pour se substituer à l'Afrique et décider à sa place, ce qui va accroître davantage la dépendance, n'est-ce pas, de ce continent. Le principal problème, n'est-ce pas, soulevé, est de savoir comment l'afro-pessimisme est devenu un paradigme ayant encore aujourd'hui un impact négatif sur le développement global de l'Afrique et dans quelle mesure il a constitué et pourrait constituer ou demeurer un frein au développement intégral du continent. Pour répondre notamment à cette interrogation, pour résoudre ce problème, l'auteur essaie d'organiser ses idées. Je ne vais pas reprendre de manière laconique, n'est-ce pas, ce que l'auteur a fait, mais je voudrais livrer là une manière de comprendre l'auteur. L'auteur organise notamment sa réflexion autour de deux idées. La première idée, c'est de nous dire que l'afro-pessimisme doit être entendu comme un levier essentiel du retard pour le développement de l'Afrique. Et il va le démontrer. Par ailleurs, l'auteur va nous prouver que le contexte de la mondialisation est un contexte intéressant de repositionnement stratégique de l'Afrique. Et il va nous montrer quels sont les éléments qui permettent notamment à l'Afrique de se repositionner dans un contexte de mondialisation. L'afro-pessimisme, donc, comme un levier essentiel du retard du développement de l'Afrique. On peut le comprendre à partir d'un certain nombre d'idées. La première idée défendue par l'auteur, c'est une forme de désenchantement des lendemains de l'indépendance. Il y a, n'est-ce pas, un désenchantement des lendemains de l'indépendance, désenchantement des indépendances entendues, comprises, au sens de Georges Kourad ou bien d'Achille Mbembe, comme étant des indépendances nominales, comme étant des indépendances nominales, comme étant des indépendances trompeuses. L'indépendance, d'où toute la réflexion qui va véritablement se poursuivre autour, notamment de la Renaissance africaine, autour des idées des post-colonial studies ou bien de l'afropolitanisme, nous allons revenir là-dessus. Mais le désenchantement des lendemains des indépendances est analysé à partir des crises que va connaître l'Afrique, des crises qui vont permettre de véhiculer un certain nombre d'images, un certain nombre de conceptions négatives de l'Afrique. Ces crises sont organisées autour notamment des coups d'État, du parti unique, de la famine, des exodes de masse, des épidémies, des camps de réfugiés qui se créent ça et là du fait des conflits, des tyrans sanguinaires, de la malgouvernance et, n'est-ce pas, des errements de la démocratie. L'Afrique figée dans l'enfance n'est pas assez entrée dans l'histoire pour reprendre ce que le professeur a écrit, reprenant lui-même, n'est-ce pas, l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. Le deuxième moment qui permet de comprendre le désenchantement
notamment des indépendances. Ce deuxième moment, c'est la France-Afrique, à travers ses réseaux mafieux de construction des pouvoirs patrimoniaux au sens de patrimonialisme, parce que le patrimonialisme chez Jean-François Bayard, c'est deux choses. Le patrimonialisme chez Jean-François Bayard, c'est utiliser des positions de pouvoir comme étant des positions de rente et confondre la chose publique avec la chose privée. Ce sont les deux facettes, notamment du patrimonialisme tel que décrit par Jean-François Bayard. Et dans cette perspective, la France-Afrique va entretenir un certain nombre de pouvoirs, ce qui va conduire au pillage des sociétés, avec notamment des peuples qui se retrouvent véritablement dans le délabrement complet. Ces crises vont également être poursuivies avec des crises dans le domaine économique, avec les médiations des institutions de Bretton Woods, qui vont mettre les économies africaines sous coupe réglée, n'est-ce pas, des institutions internationales, avec le plan d'ajustement structurel, avec les initiatives pays pauvres très endettés. Il s'agira, dans cette perspective, de tenter de reconnecter un État qui s'est distancé de la société. Pour reprendre les propos notamment du professeur, l'État africain va donc se présenter sous perfusion. Et cela va alimenter un courant de pensée sur la marginalisation de l'Afrique. Et cette marginalisation va se lire à travers un article qu'il cite, que faire de l'Afrique dans un contexte, que faire de l'Afrique. Et bien face à cette décrépitude organisée, il y aura un certain nombre de résistances. Et c'est là où naît ce qu'il appelle les afro-optimistes, à l'instar de la revue Afrique 2000, qui va produire un certain nombre de connaissances pour revaloriser les efforts qui sont faits ça et là, notamment sur l'Afrique, en partant de la conférence de Monrovia, qui va mettre en place un plan d'action des Lagos, en révélant, n'est-ce pas, le camp de l'Afrique, lu ici à partir, n'est-ce pas, des intégrations régionales, des pays qui vont faire des progrès, n'est-ce pas, dans le sens de la bonne gouvernance, la démocratie qui va véritablement progresser, mais également une nouvelle architecture, une nouvelle attractivité de l'Afrique, l'émergence des classes moyennes, l'attrait des investisseurs étrangers, des entreprises véritablement qui vont émerger, notamment l'Afrique et la France. Cette tendance doit être relativisée parce que la mondialisation va offrir des perspectives très intéressantes, notamment au continent, avec l'émergence de courants davantage considérés comme étant des courants qui vont porter une certaine image de l'Afrique. Et ces images vont s'organiser autour de ce qu'il a appelé l'Afro-Renaissance, avec des mouvements tels que portés par le président Thabo Mbeki, avec tout le mouvement de la Renaissance africaine, qui va être un moment très important. L'auteur nous dit aussi qu'il y a une certaine pensée endogène qui se développe, et cette pensée endogène peut être considérée comme étant une précondition, notamment du développement. Et cette pensée endogène est portée par des figures telles que celle de Senghor, telles que celle de Césaire. Et ce qui va être très intéressant dans le développement de l'auteur, c'est de nous montrer véritablement que la figure de l'intellectuel africain va prendre une place d'importance. Il y a des réflexions autour, notamment de l'urgence de la pensée, le rôle de l'intellectuel dans la société, ce que l'intellectuel peut apporter pour le développement de la société. Il y a une réflexion qui va être menée autour, n'est-ce pas, de la réinvention d'une nouvelle idéologie du développement. Cette réinvention d'une nouvelle idéologie du développement qui est véritablement la base de toute perspective d'insertion de l'Afrique dans le Conseil des Nations. Et il va reprendre dans cela en montrant qu'il faut réinventer de nouvelles prophéties autoréalisatrices dans un monde qui n'attend plus, dans un monde qui progresse. Il y a des initiatives de développement authentiques qui vont émerger et que l'auteur va savoir mettre en exergue. Notamment ces initiatives de développement vont être faites autour du NEPAD, autour du NEPAD et autour du plan d'action de Lagos. Ce qui va être très intéressant, c'est que la pensée de l'auteur peut être discutée sur un certain nombre de points. Il s'agira simplement des éléments que nous allons essayer de suggérer. Il y a une très belle sociologie historique de l'afro-pessimisme, mais c'est une sociologie historique
qui fétichise, n'est-ce pas, le temps. Dans l'introduction de l'auteur, on voit très bien que la tendance de l'afro-pessimisme comme étant une constance est un peu trahie quelque part dans les développements, puisque par la suite on voit qu'il y a un effort de relativisation. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Le deuxième constat, c'est qu'il y a des débats sur l'afro-puritanisme qui n'ont pas été suffisamment approfondis, notamment les travaux d'Achille Mbembe ces derniers temps, de Fermin Saha, autour, n'est-ce pas, d'une nationalité africaine, d'un afro-puritanisme regroupant une volonté africaine et un esprit de décolonisation. Mais ce qui va être très constant, c'est de retenir que la principale contribution de cet ouvrage, c'est de nous présenter l'afro-pessimisme comme étant un paradigme négativiste qui pèse longtemps sur le développement fond-trafic et que si nous voulons sortir notamment de cette situation, nous devons essayer de mettre en place une réflexion africaine, nous devons essayer notamment de bâtir une idéologie de développement et nous devons essayer de penser des initiatives et de faire. Donc voilà, de manière ramassée très rapidement, quelques éléments de lecture qui ressortent de ce bel ouvrage